Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Vincent Laflèche vous l'a déjà dit, l'enseignement de controverse à l'école des mines, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. En fait, même avant Bruno Latour, mais disons qu'il lui a donné une extension particulière, et qui existe sous différentes formes, puisque là, on va parler de l'enseignement qui est destiné aux élèves ingénieurs, mais il y a aussi un enseignement de controverse qui existe depuis en fait, la création du master de l'ICIGE. Et puis cet enseignement s'est en fait diffusé notamment sous l'impulsion de Bruno Latour lorsqu'il est parti à Sciences Po, qui a mené un grand projet finalement, je dirais, d'évangélisation de l'enseignement supérieur à la question des controverses. Alors d'où vient cette idée de controverse? Bon, cette idée de controverse, d'abord, elle vient de ce qu'on appelle les Science and Technology Studies, c'est-à-dire en gros, on va dire de la sociologie des sciences et des techniques. L'idée, elle est très simple. Si on veut comprendre ce en quoi les sciences et les techniques participent finalement de la construction de notre monde social, eh bien, il faut se placer dans des moments et dans des situations dans lesquelles les choses ne vont pas de soi, dans lesquelles les choses ne sont pas stabilisées. Et justement, les controverses sont des moments dans lesquels tout un ensemble de choses sont débattues et précisément la question de ces relations, notamment entre technique et choix sociaux. D'où l'idée de s'appuyer sur ces situations-là pour faire ressentir aux élèves un certain nombre de choses. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on... Enfin, quels sont les messages finalement que l'on veut transmettre aux élèves via cet enseignement? En fait, je vais en citer 4, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas très très long. Le premier message, c'est l'idée que les dispositifs techniques ne sont pas des réponses entre guillemets neutres à des problèmes qui seraient en quelque sorte là de manière objective, qui seraient en quelque sorte universels. En fait, tout dispositif technique inclut en quelque sorte en lui-même une forme de définition du monde dans lequel il s'insère. Alors, il y a une définition, bien sûr, des besoins et des demandes auxquels il est censé répondre. Il inclut une définition, disons, des capacités, des compétences, des acteurs qui vont être amenés à s'en saisir, notamment des utilisateurs. Il inclut une définition des relations entre ces différents acteurs et notamment des formes économiques qui peuvent se construire autour de ces dispositifs. Et puis, bien sûr, il inclut aussi une définition, disons, des relations avec l'environnement au sens large, donc à la fois physique, biologique, etc. Et c'est quelque chose qui, effectivement, aujourd'hui, est particulièrement mis en lumière. Alors, un certain nombre de ces éléments, d'ailleurs, de ces relations, peuvent ne pas du tout être perçus par les personnes qui conçoivent les dispositifs au moment où ils les conçoivent, mais apparaître finalement au fil du temps, notamment via un certain nombre d'épreuves qui peuvent prendre justement la forme de controverses. Donc, en bref, ce qu'on veut faire comprendre, c'est l'idée que les chercheurs et les ingénieurs sont de fait engagés, qu'ils le veuillent ou non. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre d'élèves, comme l'a dit Vincent Laflèche, qui veulent être engagés, mais de fait, qu'ils le veulent ou non, ils sont engagés, même s'ils ne pensent pas qu'ils le sont, de par les choix qu'ils font sur les sujets de recherche, notamment quand ils sont chercheurs, mais aussi de par les choix qu'ils font sur la conception des dispositifs dans lesquels ils sont impliqués. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est important. Les élèves, je pense, s'en rendent de plus en plus compte, mais c'est un point qui me paraît important, disons, de mettre en lumière. Alors, le deuxième point, c'est l'idée que, bien sûr, alors il y a une session ensuite qui s'appelle « Solutions », mais je dirais qu'il y a quelque chose avant la solution qui est la définition des problèmes. Et ça, c'est un point absolument crucial. Et ce qu'on observe dans les controverses, c'est justement qu'il y a des débats très importants sur en quoi consiste le problème et que c'est quelque chose d'essentiel, notamment d'un point de vue, je dirais, d'une sorte de démocratie, disons, des choix que l'on veut effectuer. Alors, je vais prendre un tout petit exemple dont tout le monde a entendu parler, je pense, l'année dernière, qui est celui des méga-bassines, d'ailleurs, qui a été étudié, mais qui ne sera pas présenté aujourd'hui. En gros, il y a des gens pour lesquels, finalement, le problème, c'est de trouver un moyen de continuer à alimenter en eau des agriculteurs qui font de l'irrigation, donc compte tenu du changement climatique, des menaces qui pèsent sur l'alimentation en eau. Et puis il y a des gens pour lesquels finalement le problème c'est pas du tout ça, et c'est même la première définition est une très mauvaise façon de poser la question, pour lesquels la question est de compte tenu du changement climatique, etc. Comment peut-on transformer l'agriculture pour la rendre résiliente face à ces changements climatiques
et, disons, l'empêcher de nuire davantage à l'environnement. Donc on voit bien que le débat, il porte notamment sur la manière dont on définit les problèmes. Alors le troisième point, c'est la question de savoir ce qu'apportent finalement les controverses. Enfin, l'idée, c'est de montrer aux élèves que finalement, les controverses ne sont pas un moment ni d'exception, ni un temps qui est perdu. Au contraire, c'est un moment dans lequel notamment s'élabore un certain nombre de connaissances de la part des différents protagonistes qui cherchent disons, à faire avancer leur point de vue. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de relations, par exemple, entre un dispositif technique et son environnement qui ne sont pas forcément anticipées par les concepteurs de ces dispositifs techniques. Et justement, dans les controverses, eh bien, il y a un certain nombre d'acteurs qui se mettent à produire des connaissances pour essayer justement de clarifier les relations qui existent entre ces dispositifs et l'environnement. Et puis enfin, le dernier point, et je pense qu'il est essentiel aussi, c'est l'idée que les experts, ceux qui sont reconnus comme les experts patentés, notamment les scientifiques, les ingénieurs, etc., n'ont pas le monopole de la pertinence. On est face à des questions complexes, on est face à des questions multidimensionnelles, et je dirais que les citoyens ordinaires, les militants, les membres des ONG peuvent mettre en évidence un certain nombre de problèmes, peuvent apporter des connaissances, peuvent faire avancer les choses, peuvent proposer des alternatives. Et c'est très important, je pense, pour les futurs ingénieurs que l'on forme, qu'ils soient conscients de ce point-là et qu'ils ne considèrent pas ces acteurs du monde extérieur comme des ennemis qu'il faudrait vaincre, mais plutôt comme des gens qui peuvent apporter des choses et avec lesquels ils doivent discuter. Donc voilà en gros ce que je voulais dire sur la question. Alors, juste pour vous préciser les choses, en fait cet enseignement, c'est un enseignement qu'on pourrait dire par projet. Donc les élèves se voient proposer des sujets de controverse, ils mènent une enquête, donc ils mènent une enquête documentaire, ils mènent aussi une enquête de terrain, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer des acteurs, et ça je pense que c'est une expérience qui est extrêmement forte pour eux, d'être en face, disons, de convictions qui sont incarnées par des personnes, et à partir de ce travail, on leur demande d'élaborer à la fois un rapport et de faire une présentation orale. L'enseignement des controverses n'est pas limité à l'étude de controverses sur les questions environnementales. Néanmoins, compte tenu, je dirais, de l'actualité, il se trouve qu'aujourd'hui, pratiquement 3/4 des sujets portent sur des questions environnementales. C'est la raison pour laquelle on s'est un peu associé à TTI.5. Et donc, parmi les 17 ou 18 controverses de cette année qui portaient sur des questions de ce type-là, on en a choisi 5. Et vous allez avoir des exposés relativement courts et condensés des élèves qui ont fait un gros effort pour arriver à faire passer les messages en un temps court. Et à la fin, en fait, vous aurez à voter. C'est pour ça qu'on vous a parlé du Wi-Fi. Alors moi, je ne connais pas les détails techniques, mais je pense qu'ils seront expliqués par quelqu'un d'autre après. Mais disons, gardez en mémoire quand vous écoutez ces exposés qu'il faudra que vous fassiez un choix. Et c'est vous qui désignerez les gagnants. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous appelons donc le premier groupe sur le déclin des insectes, une réalité inquiétante, à nous rejoindre. Bonjour à tous, nous allons vous présenter le travail que nous avons effectué dans le cadre de notre cours de controverse, comme l'a présenté Madeleine. Alors, nous étions un groupe de 8 personnes et il n'y a que Jérémy, enfin on va vous présenter notre travail qu'on a effectué à 8 personnes avec Jérémy. Donc le sujet était le déclin des insectes. Dans un premier temps, on va vous... Oui. Ah, oui. Donc dans un premier temps, nous allons vous présenter l'historique de la controverse, comment elle est née, comment elle a évolué dans le temps et quels en ont été les acteurs principaux. Ensuite, nous vous présenterons les 3 nœuds principaux que nous avons identifiés dans cette controverse, comment mesurer ce déclin des insectes, comment déterminer les causes et quelles sont les actions à mener pour l'enrayer. Alors, une brève introduction sur le rôle des insectes dans les écosystèmes. Donc, ils jouent un rôle central dans la majorité des écosystèmes par les services écosystémiques qu'ils rendent. Donc, on peut citer dégradation de la matière organique, recyclage des nutriments, un rôle indispensable dans la chaîne alimentaire
et pollinisation des récoltes. Mais récemment, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, plusieurs études ont fait état d'un déclin alarmant. Donc là, vous pouvez voir le nombre de papiers scientifiques sur le sujet du déclin des insectes, et on voit qu'il y a vraiment eu un intérêt croissant au cours des dernières années, parce que c'est un déclin qui a été particulièrement inquiétant. Et ouais. Donc, la controverse est vraiment née en 2017. Il y a eu plusieurs papiers avant, mais en 2017, il y a un premier papier qui fait beaucoup de bruit, parce que ce papier fait état d'une baisse de 76% des populations d'insectes sur 27 ans en Allemagne. Donc ce papier fait beaucoup de bruit dans la communauté scientifique, mais aussi dans les médias grand public. Il est beaucoup relayé. La presse grand public va notamment titrer « L'apocalypse des insectes est arrivé ». Mais le papier est aussi très critiqué pour sa méthodologie. Il est publié dans une revue PLOS ONE qui est connue pour mettre en avant des sujets plutôt avant-gardistes. Et donc du coup, une confirmation est attendue, une confirmation qui arrivera 2 ans après, en 2019, dans la revue Nature. Donc là, c'est une méta-analyse qui va porter sur beaucoup plus de sites, beaucoup plus de données, et qui vient confirmer l'état alarmant des populations d'insectes. Donc cette fois-ci, c'est un déclin de 67% des populations d'insectes en Europe sur une dizaine d'années. Donc encore une fois, un déclin particulièrement alarmant. Mais l'année suivante, en 2020, la plus grande méta-analyse conduite à ce jour est publiée dans la revue Science, qui, elle, va beaucoup relativiser ce déclin, donc seulement une baisse de 9% par décennie pour les insectes terrestres, même une hausse de 11% pour les insectes aquatiques. Mais cette méta-analyse va recevoir des critiques très virulentes de la part de la communauté scientifique, qui vont notamment critiquer la façon dont ils ont choisi les données. Donc pour un peu mieux comprendre pourquoi ces papiers scientifiques, qui sont pourtant publiés dans des revues très prestigieuses, ont l'air de se contredire les uns les autres, il faut bien comprendre que mesurer précisément les populations d'insectes au cours des temps, ça révèle davantage du vœu pieux, parce que ça va être particulièrement compliqué. En premier lieu, souvent on va utiliser la biomasse, notamment pour les études à grande échelle. Donc la biomasse, ça va être uniquement la masse d'insectes qui va être piégée au cours du temps dans un piège. Mais ça va être une mesure qui va être particulièrement biaisée, notamment en faveur des insectes qui sont faciles à piéger, donc notamment les insectes volants, en faveur des insectes qui vont faire beaucoup de masse. Et elle va faire complètement fi de la biodiversité, cette mesure-là. Donc on ne va pas pouvoir mesurer précisément la qualité, entre guillemets, de la biodiversité, mais seulement sa quantité. Et elle peut complètement occulter la disparition d'une variété d'espèces locales au profit d'une seule espèce invasive. Mais malheureusement, pour les larges méta-analyses, c'est la seule mesure qui est possible de faire, parce que identifier les insectes va être beaucoup trop long. Ensuite, la complexité du problème de mesurer les insectes vient aussi de la diversité des biotopes qui sont analysés. Dans les méta-analyses, on regroupe des sites, des études qui portent sur des sites très différents. Donc il va y avoir des prairies, des forêts, des zones protégées ou des zones à proximité de parcelles agricoles. Et c'est notamment ce que critiquent les détracteurs des méta-analyses, d'agréger des données qui sont sur des sites trop différents et donc trop peu comparables. Et aussi, on peut noter une surreprésentation des études occidentales. Donc l'Allemagne, l'Europe en général, les États-Unis sont surreprésentés dans ces études. Et pourtant, des zones à très forte biodiversité comme les forêts tropicales sont encore très peu étudiées. Et avec des études qui sont encore très récentes, donc on n'a pas de situation de référence pour pouvoir mesurer un déclin, étant donné que les premières études datent des années 90. Et donc, on ne peut pas estimer les dégâts qui ont déjà eu lieu. On va maintenant vous présenter le deuxième nœud de la controverse qu'on a trouvé, qui était la controverse sur les causes du déclin. Donc on a pu identifier ces différentes causes. Donc tout d'abord, la destruction des habitats des insectes, qui est due à l'artificialisation des sols, ainsi qu'aux différentes pratiques agricoles, comme le labour par exemple. Ensuite, les pollutions chimiques, donc en particulier l'utilisation des pesticides pour l'agriculture. L'éclairage nocturne, donc en fait les insectes vont être désorientés, ils n'arriveront plus forcément à se nourrir, à s'approvisionner en eau ou à se reproduire. Ensuite, le changement climatique, à travers la hausse de température, certains insectes n'arrivent pas à résister à des températures élevées pendant suffisamment longtemps. Et le changement climatique, à travers les sécheresses, peut aussi assécher des mares qui peuvent être des lieux d'habitat de certains insectes aquatiques.
Mais d'autre part, le changement climatique, à travers la hausse de température, peut favoriser la prolifération de certaines espèces, comme les espèces invasives par exemple. On voit qu'on observe assez peu de coccinelles rouges maintenant qui ont été remplacées en majorité par les coccinelles oranges asiatiques. Et donc en fait, ces deux causes-là, changement climatique et invasion biologique, on voit moins une baisse de biomasse, mais plus une baisse de biodiversité. Donc ça, c'est un graphe qui évoque les différentes causes évoquées par les articles scientifiques au cours du temps. Donc on voit que, on peut voir une sorte de hiérarchie ici, mais ça ne va pas être l'objet du débat puisque la hiérarchie n'est pas claire et les différents acteurs de la controverse vont avancer des hiérarchies différentes. Mais on voit quand même que la destruction des habitats ainsi que les pollutions chimiques sont deux des causes principales et donc qui vont être les plus discutées par les différents acteurs. Donc on va voir notamment les lobbies des industries agrochimiques qui vont essayer de détourner l'attention de l'utilisation des pesticides au faveur de notamment la destruction des habitats ou des invasions biologiques comme le varroa pour les abeilles contre les néonicotinoïdes par exemple. Et donc c'est assez difficile de mener des recherches sur le sujet puisque ça va être ces industries qui vont financer le plus d'études sur le sujet du déclin et des pesticides. Donc maintenant, on arrive sur les actions à mener, qui sont directement liées aux causes. Donc, comme je l'ai évoqué, une des causes principales est la destruction des habitats des insectes, donc il paraît normal de se concentrer sur la restauration de leurs habitats ainsi que la préservation des habitats. Donc on a différentes mesures qui sont effectuées. Donc, par exemple, le plan France Relance a prévu d'investir 50 millions pour rénover 7000 km de haies, pour permettre aux insectes d'avoir des espaces intercalaires pour pouvoir plus facilement se déplacer. On note également le maintien des forêts, car une grande partie des insectes vivent en forêt. Donc ces mesures-là sont assez peu controversées parce qu'elles ne sont pas encore mises en œuvre. Donc on peut imaginer que au moment où elles seront mises en œuvre, on pourra avoir de la résistance, notamment sur l'augmentation des zones protégées, par exemple. Les mesures qui font plus débat sont celles sur la modification des pratiques agricoles, parce qu'il est assez évident que les pesticides vont tuer les insectes, puisque c'est leur rôle. Mais en revanche, certains acteurs, comme les ingénieurs agronomes ou industries de l'agrochimie, vont avancer le fait que si on cultive sur des espaces plus petits avec un rendement plus élevé, en fait, peut-être que moins d'insectes vont mourir finalement. C'est le débat sparing versus sharing. On voit l'instauration de zones tampons et la diversification des pratiques agricoles. Donc en fait, si on cultive plusieurs espèces en même temps, on est moins vulnérable à des insectes ravageurs qui vont supprimer toutes les récoltes. Donc ça permet une agriculture plus résiliente. Et les zones tampons, c'est aux proximités des habitations et des cours d'eau, une interdiction d'épandre des pesticides. Mais en fait, ces mesures-là, elles sont un peu combattues par la FNSEA notamment et les agriculteurs, puisque ça va être, qui sont déjà des populations avec des revenus assez faibles. Et en fait, pour elles, pour les agriculteurs, ça entraînerait forcément des pertes de chiffre d'affaires, puisqu'on va avoir des pertes de rendement. Et donc, il paraît comme très important d'aider ces populations à les mettre en œuvre. Donc, merci pour votre attention. Pour conclure, il existe un déclin des insectes, celui-ci est assez consensuel. On a pu identifier les différentes causes du déclin, mais leur hiérarchie fait débat, puisque on a un débat sur qui est responsable et qui doit agir, et donc les actions à mener vont forcément pénaliser certains acteurs, comme les agriculteurs, mais il est évident qu'il faut agir le plus vite possible pour éviter d'avoir un déclin encore plus important. Merci beaucoup Jérémy et Antoine. Alors on a le temps pour une ou deux questions sur ce thème de déclin des insectes. Bonjour, Claude Tadonki du CRI. Merci beaucoup pour cet exposé assez illustré. Ma question, en fait, c'est une remarque. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu nuancer le débat? Parce que les insectes sont aussi des vecteurs de maladies, notamment la malaria, par exemple, pour les moustiques.
Donc, est-ce que vous nuancez cet aspect-là dans votre approche de préserver leur existence? Oui, donc effectivement, les insectes ont souvent aussi un rôle de nuisible, notamment pour l'agriculture, mais pas que, hein, on pense évidemment aux moustiques. Mais en fait, c'est un sujet qui est complémentaire. On va pouvoir penser que le déclin des insectes, dans une certaine mesure, pour les espèces nuisibles, va nous être bénéfique. Dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe. Dans les faits, c'est, par exemple, typiquement pour le suivi des moustiques, les moustiques continuent de se développer, sont une espèce globalement invasive, et ce sont vraiment eux, le moustique est une espèce très généraliste qui va réussir à bien se développer dans le cadre de la transition écologique et même prendre la place des insectes qui disparaissent, parce qu'il y a des niches écologiques qui sont assez vacantes. Et donc, précisément, le déclin des insectes global, la perte de biodiversité, nous rend plus vulnérables à ces espèces invasives. Et donc, au contraire, mieux vaut avoir une bonne diversité, quitte à avoir effectivement des espèces nuisibles, mais qui, finalement, dans l'ensemble, se régulent et, globalement, donnent un écosystème beaucoup plus résilient. Merci. Merci. On va prendre une deuxième question et puis ensuite on passera au groupe suivant. Bonjour, Marie-Solène Bergandi, je suis j'étais de la réserve de biosphère de l'UNESCO Fontainebleau-Gâtinais. Je vous remercie déjà de vous être penché sur le sujet. J'ai la question sur, en fait, vous vous êtes concentré sur des études à des grandes échelles. Quand on regarde à des niveaux locaux, ce qui semble transparaître sur la pondération, c'est l'importance de l'habitat. Et effectivement, bon, il y a le changement climatique qui aussi met en danger les espèces, mais c'est surtout l'habitat et la capacité du coup à avoir des populations saines. Et donc, dans ce contexte-là, on a une loi qui est assez importante qui entre en vigueur actuellement sur l'artificialisation. Il y a le zéro artificialisation net qui arrive, qui est un peu débattu en ce moment, un peu attaqué. On essaye de faire des anicroches un peu sur ça. Est-ce que vous avez un peu une vision sur... voilà, non, c'est déjà un peu les solutions, mais pourquoi est-ce que cette loi sur l'artificialisation qui est sortie de comment ça s'appelle déjà, bon, voilà, la Convention citoyenne, pourquoi c'est si mal accepté en fait au vu de ce que vous avez vu, enfin la problématique est posée quand même, donc parce que ça c'est pas le lobby agricole. Oui, en effet. On n'a pas étudié la question dans la controverse, mais en tout cas, quand on avait regardé par exemple les distances d'épandage, les agriculteurs vont perdre une partie de leur terrain et donc une partie des revenus. C'est pour ça qu'ils vont être contre cette loi. J'imagine que là, ça va être similaire. Je sais pas. Oui, je sais que c'est pas les agriculteurs, mais quand on fait une loi contre l'artificialisation, il y a forcément des acteurs qui vont être pénalisés. Si on ne peut plus construire sur son terrain, notre terrain va perdre de la valeur. Donc j'imagine une résistance dessus. Après, on n'a pas pu étudier la question de l'artificialisation en particulier pendant notre travail. Merci beaucoup. Alors merci Antoine et Jérémy. Vous pourrez continuer à discuter lors des pauses. J'invite maintenant Loïc Fouquet et Lucille Lacoste pour un sujet sur la réforme de l'assurance des récoltes en France. Quels enjeux et débats autour de la loi du 22 mars 2022 ? C'est à vous. Je commence. Donc on va vous présenter la réforme de l'assurance des récoltes. Donc les enjeux et débats qu'il y a eu autour de cette réforme. Ça a été un travail à plusieurs et on est venu vous présenter ce qu'on en a ressorti. Donc tout d'abord, on va vous faire une mise en contexte de cette réforme, donc avec l'explication de ce que cette réforme remplace. Donc c'était le régime des calamités agricoles. Ensuite, on va parler des enjeux qui sont posés par le réchauffement climatique. Et ensuite, on va présenter le contenu de la loi et ce qui est vraiment la controverse sur cette loi. Ensuite, les aspects économiques de la loi. Et on finira par les questions de résilience du système agricole que va permettre cette loi et cette réforme.
la mise en contexte. Donc, le système que la loi remplace, c'est le système des calamités agricoles. Et donc c'est un système qui avait été mis en place en 1964 et qui permettait de répondre aux événements climatiques exceptionnels qui touchaient les agriculteurs. Donc c'est un fonds qui était financé par l'État français et une prime sur les assurances pour les bâtiments agricoles. Et donc à partir de ça, en fait le développement, l'augmentation de la fréquence de ces événements climatiques a complètement changé la donne. Et du coup, le gouvernement donc le précédent a décidé de mettre en place une réforme sur ce fonds de calamité agricole. Donc on peut voir sur le tableau que en fait, l'abondement de l'État a augmenté tous les ans. Et c'est pour ça que c'est ce qui a décidé cette nouvelle réforme. Parallèlement à ça, pour pallier aux oublis du fonds de calamité agricole, des contrats d'assurance privée se sont développés. Donc, on les appelle les MRC, les multirisques climatiques, et c'est des contrats d'assurance privés. En 2010, le ministre de l'Agriculture de l'époque, donc Bruno Le Maire, avait décidé d'exclure les grandes cultures et la vigne de ce fonds de calamité agricole. Donc, les enjeux posés par le réchauffement climatique, c'est tout d'abord une augmentation des calamités. Donc ça complique la gestion à la fois de ce fonds et des entreprises agricoles. Et la mention explicite dans cette loi de résilience agricole apparaît dès l'article 1. Donc l'objectif en fait de cette réforme, c'est de préparer l'agriculture française pour 2030. Et il faut comprendre que cette agriculture française en 2030 et après ne sera pas forcément l'agriculture française que l'on connaît actuellement. x3, donc en fait c'est un rapport de l'Institut Montaigne qui expliquait que les pertes agricoles liées aux sécheresses ont triplé donc entre 1961, qui est plus ou moins la création du fonds de calamité agricole, et 2018. Et c'est le gel généralisé de 2021 qui a réellement déclenché chez le gouvernement la nécessité de réformer ce fonds de calamité agricole. Donc, le contenu de cette loi, si on voulait le résumer, est le suivant. Donc, c'est la création d'un guichet unique pour l'agriculteur qui prend la forme des sociétés d'assurance déjà en place. L'augmentation du taux de subvention à 70%, il était de 65% auparavant. Et donc c'est 70%, pourquoi ce chiffre? C'est pour rester en accord avec une réglementation européenne qui s'appelle Omnibus. Et le calcul des pertes contenues dans la loi se fait selon la moyenne olympique. Donc, la moyenne olympique, un bref rappel, c'est sur 5 années et on enlève la meilleure et la plus mauvaise année. Et la loi comporte un budget de 680 millions d'euros. Et pour ce qui est des prises en charge, on peut voir sur le graphique que le seuil, en fait, sous le seuil d'intervention de l'État, si l'agriculteur a pris une assurance, ce sera pour lui. Et ensuite, après, ça va être soit l'État, soit l'assurance qui va le rembourser pour ses pertes. Concernant un agriculteur qui n'aurait pas pris d'assurance, l'État ne remboursera que 45% des pertes au-dessus du seuil d'intervention du fonds public. C'est une loi qui est bien évidemment sujette à controverse, mais c'est une loi qui était attendue par la majorité des acteurs. Donc la controverse ne se situe pas sur la loi, mais elle se situe plus sur les modalités d'application de la loi et son contenu. Bien qu'au début, des syndicats agricoles minoritaires se sont opposés à cette loi, mais par la suite, ils sont plutôt opposés en fait aux modalités d'utilisation de la loi. Et donc le budget est bien entendu un des points de controverse. Et un deuxième gros point de controverse, c'est justement ce calcul de cette moyenne quinquennale qui en fait, il suffit que sur les 5 dernières années, il y ait eu 2 années qui soient fortement touchées par des événements climatiques
pour que la moyenne des rendements d'une exploitation agricole s'en retrouve forcément baissée. Et donc les remboursements fortement baissés eux aussi. Donc on va maintenant vous parler des aspects économiques de la loi, parce que le but de cette loi, c'est quand même que ce soit viable économiquement pour tous les acteurs, que ce soit les agriculteurs, les assureurs ou alors l'État. Et donc, notamment, les seuils de déclenchement de l'assurance et de déclenchement du fonds public font débat sur est-ce qu'ils permettent d'avoir un traitement juste des agriculteurs. Ils font débat, donc ces seuils-là font débat d'abord sur la forme, parce qu'en fait ils ont été complètement laissés à l'appréciation du pouvoir réglementaire, donc ils n'étaient pas fixés par la loi au départ. Et donc c'est notamment la CODAR, qui est la Commission d'orientation et de développement de l'assurance récolte, qui est un comité qui réunit les agriculteurs et un peu tous les acteurs du débat, qui a eu pour but de fixer un peu ces seuils techniques. Ensuite, sur le fond, le niveau des seuils lui-même fait débat. D'abord, le seuil de déclenchement de l'assurance subventionnée par l'État, qui a été fixé à 20%. Donc il y a des acteurs comme le Parti radical de gauche qui considèrent que ce seuil est trop haut et qui auraient bien aimé le baisser, par exemple, à 10%, pour qu'il y ait moins de reste à charge pour l'agriculteur. Et à l'inverse, pour des acteurs comme la Confédération paysanne, qui est un syndicat un peu plus minoritaire par rapport à la FNSEA, ce seuil est en fait trop bas, parce qu'ils considèrent que l'effort fait par les assurances pour baisser le seuil de 30%, comme c'était le cas avant par exemple, à 20%, ça se répercutera sur les primes d'assurance qui seront prohibitives et qu'en réalité les agriculteurs prendront pas du coup d'assurance avec une franchise à 20%. Et puis il y a d'autres acteurs comme AXA Climate, qui est un assureur, qui considèrent que de toute manière ce sera modulable et que les assureurs pourront faire différentes offres adaptées aux besoins particuliers des agriculteurs. Ensuite, donc, sur le deuxième seuil, qui est le seuil de déclenchement du Fonds de solidarité nationale, donc d'un fonds public pour les pertes qui sont plus importantes. Donc il y a de nombreux acteurs, notamment les agriculteurs, qui considèrent que ce seuil est trop haut et qu'en pratique, quels que soient les aléas subis par les cultures et les dégâts subis par les cultures, on n'atteindra pas en fait le seuil d'intervention de l'État, et que donc du coup l'aide de l'État est un peu factice, quoi. Et il y a un deuxième débat qui est le fait que ce seuil ce seuil ne sera pas le même selon les différents types de cultures. Donc il y a certains agriculteurs qui cultivent certaines cultures qui se sentent lésés par rapport à d'autres. Et puis ensuite, il y a un dernier débat qui est donc sur justement cette intervention de l'État qui, comme on le voit sur le graphique ici, est différente selon que l'agriculteur est assuré ou non. Et ça, certains disent que c'est pour essayer d'encourager les agriculteurs à s'assurer et avoir une meilleure mutualisation des risques. Mais il y en a d'autres qui estiment que certains petits agriculteurs n'auront pas forcément les moyens pour s'assurer et que donc le fait qu'ils soient discriminés comme ça sur l'intervention de l'État, ça ne les aidera pas forcément. Ensuite, deuxième débat économique, c'est les modalités de calcul des subventions aux primes d'assurance par l'État qui, comme l'a dit Loïc, sont actuellement de 70%. Donc on a une subvention de 70% de l'État sous certaines conditions. Parce que lorsqu'un agriculteur s'assure, il prend donc un contrat et ensuite il a une indemnisation ici avec une petite formule qui montre juste que ça dépend de la surface qu'il a assurée. Ça dépend des pertes qu'il a subies à partir du moment où elles sont supérieures au seuil de 20% dont je vous ai parlé. Et ces pertes-là, elles sont calculées par rapport à un rendement historique déclaré par l'agriculteur. Et ensuite, on multiplie tout ça par le prix assuré, c'est-à-dire la valeur qu'attribue l'agriculteur à ses cultures. Et il y a vraiment un débat sur les deux derniers, sur le prix assuré et sur le rendement historique. Parce que comme l'a dit Loïc, le rendement historique, il est calculé sur la base des 5 dernières années en enlevant la pire et la meilleure. Mais ce mode de calcul-là, il est un peu dépassé avec le changement climatique. Parce que si on a des dégâts sur les 5 dernières années à cause du changement climatique, finalement ça baisse la moyenne et donc le rendement historique. Et donc ça fait que l'agriculteur est moins indemnisé pour les pertes qu'il subit. Après, il se pose la question de comment la remplacer, et ça c'est une question qui est extrêmement difficile. On a parlé à la FNSEA qui nous a dit que
eux-mêmes ne voyaient pas vraiment de solution facile à mettre en place, d'autant plus que cette moyenne-là, c'est une norme de l'OMC, donc en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut décider tout seul de notre côté, ça dépend vraiment des autres pays qui sont dans l'OMC, et c'est des autres pays qui n'ont pas forcément le même système que nous, donc qui, pour certains, se fichent complètement de faire bouger cette manière de calculer le rendement historique. Ensuite, en ce qui concerne le prix assuré, ça fait débat parce que ce prix-là, pour que l'assurance soit subventionnable, il faut qu'il soit aligné sur un prix de référence. Et ce prix de référence-là, il est fixé par l'État, sauf qu'actuellement, le problème, c'est qu'il ne suit pas du tout les prix du marché. Il n'a pas bougé depuis 2015, or on voit bien, notamment avec la guerre en Ukraine, que les prix ont pu augmenter énormément. Donc actuellement, si le prix déclaré par l'agriculteur n'est pas dans une fourchette de 60 à 120% du prix de référence, il n'est pas subventionné par l'État. Donc ça, c'est un gros problème. Ensuite, donc le système, enfin la réforme qu'on vient de vous présenter, c'est une brique parmi d'autres pour essayer d'augmenter la résilience du système agricole. Et donc on va voir comment elle s'insère au milieu des autres moyens qu'on a à disposition pour augmenter justement la résilience de l'agriculture. Donc la question d'abord qui se pose, c'est est-ce que la réforme, elle favorise l'adaptation au changement climatique des agriculteurs? Certains disent que non, en citant comme exemple l'Italie, où l'assurance a eu un effet négatif sur l'adaptation des cultures et la prévention face aux aléas du changement climatique. Pourquoi? Parce que les agriculteurs en fait s'étaient reposés sur leur couverture assurantielle pour dire bah, j'ai mon assurance, donc j'ai pas forcément besoin de m'adapter, de toute manière je serai couvert. Donc certains disent que c'est pas très efficace de ce point de vue-là, mais il y a quand même des arguments pour le oui, parce que de toute manière, on nous a dit que la marge à l'hectare d'un agriculteur, elle dépassait pas 25%, et donc en cas de perte, il y a quand même 20% qui sont à sa charge, donc il a quand même intérêt à s'adapter pour essayer de subir le moins de pertes possible, parce que s'il a 20% des dégâts à sa charge, ça lui fait une marge très très faible. Ensuite, parce que, comme on l'a dit, le rendement historique qui est basé sur les 5 dernières années, il faut quand même qu'il soit bon pour que l'agriculteur soit indemnisé correctement. Et donc s'il fait le pari de ne pas du tout s'adapter, son rendement historique va baisser parce qu'il va subir des pertes, donc il ne sera pas autant indemnisé qu'avant. Il y a ensuite une autre raison qui est qu'en fait la sécurité d'avoir une assurance face aux aléas, ça leur permet de faire des raisonnements en plus à long terme sans être forcément bloqués par les risques qu'ils vont subir sur l'année ou l'année suivante. Et il y aurait un dernier argument, un avant-dernier qui permettrait, qui consiste à dire que ce serait bien que la subvention, les primes d'assurance tiennent en compte le fait que l'agriculteur s'est adapté ou non et a pris des mesures de prévention. Donc ça conduirait à des primes d'assurance plus faibles si jamais l'agriculteur prend des mesures de prévention face au changement climatique. Donc ça, ce serait un moyen de s'adapter. Et enfin, il y a certains acteurs qui souhaitaient qu'une partie des fonds étatiques servent à un financement de la recherche pour trouver de nouvelles variétés de cultures, par exemple, et mieux s'adapter au changement climatique. Ensuite, deuxième question, est-ce que la diversification des cultures et les pratiques peuvent être une réponse en plus de la réforme? Donc, il y a la diversification, en fait, ça consisterait par exemple à cultiver des variétés d'hiver simultanément et de printemps, des céréales et des oléagineux, des variétés qui sont tolérantes à la sécheresse, d'autres à l'humidité, etc., pour essayer un peu de limiter l'exposition au risque. Et donc sur cette diversification des cultures, il y a plusieurs amendements qui ont été rejetés. Un qui visait à faire des contrats plutôt à l'exploitation et pas par type de culture comme c'est le cas actuellement. Un autre amendement qui consistait à inscrire le fait d'inciter à la diversification des exploitations, qui avait voulu être inscrit donc dans la loi et qui a été rejeté. Et un dernier amendement qui aurait consisté à inscrire l'accompagnement des transitions vers des pratiques agroécologiques, qui là encore a été rejeté. Mais certains acteurs soutiennent que la diversification va de pair avec la réforme, parce que les aides de l'État pour les subventions aux primes d'assurance, elles viennent du second pilier de la PAC, qui vise à accompagner la diversification des exploitations et la transition écologique. Donc ils considèrent que c'est quand même des objectifs qui vont de pair. Donc on va conclure notre présentation.
Donc l'objectif de cette réforme, c'était tout d'abord d'amener l'agriculture française à être plus résiliente et face au réchauffement climatique. Ensuite, c'est le passage de deux duopoles. Donc il y avait un duopôle État-agriculteur et un duopôle assureur-agriculteur, au passage à un tripôle, donc qui serait État, assureur et agriculteur. Ensuite, le financement de cette réforme est effectué sur les primes d'assurance des bâtiments agricoles, sur des fonds de la PAC et au final un petit peu sur une subvention de l'État. Et l'objectif à plus long terme de cette réforme, c'est de réduire le financement de la subvention pour que le système devienne résilient par lui-même au cours du temps. Et l'ouverture, ça pourrait être, est-ce qu'on doit rendre cette assurance obligatoire? Et donc là, cette réforme, elle est rentrée vraiment, elle est effective depuis le 1er janvier. Bien sûr, on n'a pas pu encore voir tous les effets de la réforme, mais il y a déjà un premier effet qui a été noté par le Crédit Agricole Assurance, qui est qu'effectivement, ils ont 6 fois plus d'affaires nouvelles que l'année précédente à la même date. Donc ça va dans le sens d'une éventuelle meilleure mutualisation des risques pour les agriculteurs. Voilà. Merci Loïc, merci Lucie. Alors on va prendre une question dans la salle. Oui, merci beaucoup. Moi j'avais une question. J'ai lu la semaine dernière qu'en Californie, les assureurs ont décidé de ne plus assurer les habitations individuelles face au risque incendie. Est-ce que vous, dans votre travail, vous avez senti ce genre de possibilité, c'est-à-dire de retirer tout simplement des questions liées au changement climatique? Oui, c'était un risque qui nous avait été remonté. Après, il y avait un argument qui était de dire que comme dans le cas de cette architecture à 3 étages qu'on a présenté, finalement... Bon, là, je pourrais peut-être pas y aller, mais en gros, il y avait 3 étages. Donc, le premier étage, c'est l'agriculteur qui paye. Ensuite, c'est l'assurance. Ensuite, c'est l'État. Et donc, il y avait cette idée de dire que comme l'État, de toute manière, participait à rembourser les agriculteurs pour ce qui est des pertes très importantes, ça encourageait les assurances à assurer les agriculteurs en se disant que, finalement, les pertes les moins importantes, elles en étaient déchargées par l'intermédiaire des fonds publics. Donc, c'était un argument pour dire que les assurances n'allaient pas se désengager en cas de risque un peu trop systémique dû au changement climatique. Et précédemment, enfin avant que ce système soit mis en place, Crédit Agricole Assurance, donc, qui était le plus gros assureur agricole de France, nous disait qu'il réfléchissait vraiment à arrêter les MRC juste avant cette réforme, mais que pour eux c'était encore rentable parce qu'ils ne vendaient pas qu'un MRC, ils vendaient aussi une assurance pour les habitations, une assurance pour la ferme, et que c'est comme ça qu'ils arrivaient à avoir de la rentabilité, mais sinon ils perdaient, je crois, 40% sur ce type d'assurance. Merci beaucoup. On va maintenant passer au sujet suivant avec Yumna, Alice et Maïlis, et on va questionner l'exploitation minière sous-marine. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Donc nous allons vous parler de l'exploitation minière sous-marine. Est-ce une réussite pour la transition ou un désastre écologique à venir? Donc tout d'abord, quand on parle de l'exploitation minière sous-marine, de quoi parle-t-on? Eh bien on parle de la recherche et de la récupération de métaux et de terres rares dans les fonds sous-marins. Donc il y a différents types d'exploitation. On peut exploiter dans les ZEE, les zones économiques exclusives, ou dans les zones internationales, et nous verrons après que les questions de gouvernance liées à ces 2 types d'exploitation sont forcément différentes, puisqu'il y a les ZEE qui sont sous le contrôle des États et les zones internationales où la gouvernance est assez floue. Et donc quand on parle d'exploitation minière sous-marine, il y a 3 types de ressources. Tout d'abord, les nodules polymétalliques, qui sont des petites boules de 3 à 20 cm de diamètre qui se trouvent à 6 km en moyenne au fond de l'océan. Il y a les amas sulfurés qui se forment au niveau des fumeurs, donc c'est au niveau des plaques tectoniques, avec des remontées de magma du centre de la Terre. Et enfin, les encroûtements, avec beaucoup de cobalt et de nickel.
qui sont donc des métaux très importants, notamment dans la transition écologique. Alors nous allons vous présenter rapidement les principaux enjeux et débats. Donc tout d'abord, quels sont les besoins et les disponibilités en métaux et en terres rares. Ensuite, quels sont les impacts sur l'environnement. Et enfin, quels sont les différents enjeux de gouvernance. Donc tout d'abord, pourquoi se pose-t-on la question de l'exploitation minière sous-marine? Eh bien, c'est parce que d'ici 2050, la demande en métaux sera multipliée par 4 et la demande en terres rares aura augmenté de 9% par rapport à maintenant. Donc vous voyez ici à quoi est due cette demande? Eh bien, à deux choses. Tout d'abord, les nouvelles technologies qui sont très gourmandes en métaux et en terres rares, et la transition énergétique qui nécessite aussi des métaux et des terres rares. Donc vous pouvez voir ici deux scénarios sur la consommation de terres rares. Donc en jaune, vous avez le cuivre et en bleu, le nickel notamment, qui sont des métaux très demandés dans la transition énergétique. Et donc, dans le cas d'un scénario de développement durable pour limiter au maximum le réchauffement climatique, donc le scénario le plus à droite, vous voyez que la consommation de métaux et de terres rares va exploser par rapport au niveau qu'il y a actuellement. Et c'est donc un véritable enjeu pour soutenir cette transition. Alors, comment pourrait-on envisager des scénarios alternatifs? Eh bien, limiter notre consommation par la sobriété, le recyclage, mais beaucoup de technologies sont actuellement très gourmandes. Quand on parle aussi des disponibilités, eh bien, il y a 7000 millions de tonnes de minerais disponibles au fond des océans. Donc ça, c'est les états de l'art actuels, mais toutes les zones n'ont pas été explorées. Il y a 10% des fonds marins qui ont été cartographiés. Donc on peut supposer que c'est encore plus. Et donc ces 7000 millions permettraient de subvenir beaucoup à ces besoins pour la transition écologique. Et actuellement, 31 permis d'exploration ont été délivrés par l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, pour différents États, pour qu'ils puissent aller explorer les fonds marins et voir s'il y avait des zones avec des encroûtements ou des nodules polymétalliques. Une fois ce besoin bien établi et bien réel, il s'agit de savoir quelles seraient les potentielles implications et les impacts environnementaux d'une telle exploitation. Parmi ces impacts, on compte deux grandes catégories. Premièrement, ça pourrait impacter fortement la biodiversité, qu'on connaît encore très peu. Et deuxièmement, ça pourrait venir perturber une fonction essentielle que joue l'océan, à savoir le puits carbone. Pour commencer, comme on vient de le présenter, les fonds marins sont très peu connus aujourd'hui. On estime à 20% la surface des océans qui a été cartographiée, qui a été observée avec une résolution acceptable, à savoir entre 100 et 800 mètres de résolution, et à seulement 10% la zone qui a été cartographiée de façon un peu plus précise. Cela nous amène à de grandes incertitudes quant aux écosystèmes existants dans les fonds marins. Premièrement, sur la répartition géographique de ces espèces, sur le fait que ces écosystèmes soient interconnectés entre eux ou non, et enfin sur la résilience de ces systèmes, puisque les observations qu'on a pu mener ont été beaucoup trop espacées et beaucoup trop peu fréquentes pour pouvoir observer une potentielle résilience des écosystèmes face aux impacts que pourrait avoir une exploitation minière sous-marine. On parle en particulier des champs de nodules, les champs de nodules métalliques, qui seraient les zones d'intérêt prioritaire pour les industriels en cas d'exploitation, puisque les industriels soutiennent que dans ces zones-là, les écosystèmes seraient faibles et pourraient être contournés, les écosystèmes seraient situés dans des zones qui pourraient être contournées de façon à réaliser l'exploitation de manière responsable, tandis que la communauté scientifique présente plutôt des résultats contradictoires qui viendraient à prouver que l'essentiel de la biodiversité se trouverait justement dans ces zones-là, dû à la forte présence en métaux qui serait favorable au développement justement d'une biodiversité beaucoup plus riche. On estimerait, par exemple, sur la surface d'une feuille A4, pour avoir une ordre de grandeur, on estimerait à plus de 1000 espèces différentes
cette surface-là dans les champs de nodules polymétalliques, selon l'Ifremer. Une deuxième conséquence importante de cette exploitation pourrait être de perturber le puits carbone que représente l'océan. En effet, l'océan a aujourd'hui absorbé plus de 30% du CO2 émis par les activités humaines et industrielles depuis le début de l'ère industrielle. À savoir, en chiffres, ça se traduit par 170 gigatonnes de carbone depuis le début de l'ère industrielle, quand au total, depuis l'existence de l'océan, enfin, depuis le début, il a absorbé environ 1750 gigatonnes de carbone. Pour ordre de grandeur, l'océan continue à absorber chaque année environ 2,6 gigatonnes de carbone, quand les activités industrielles et humaines en génèrent 40 par an, en 2022 par exemple. Cette pompe qui repose à la fois sur des phénomènes physiques et biologiques, est d'abord mise à mal par le changement climatique et pourra être d'autant plus mise à mal par l'exploitation des mines sous-marines, car cette exploitation consisterait en un raclement des fonds marins afin de récupérer les nodules polymétalliques. Donc ce raclement mènerait à un soulèvement de la couche sédimentaire et à un remuement des fonds. Et donc tous les sédiments provenant de la pompe biologique qui contiendraient le carbone séquestré depuis des millions d'années seraient amenés à remonter dans les colonnes d'eau en même temps que la remontée des minerais qui nous intéresseraient. Il y aurait également une mise en suspension d'une grande quantité de sédiments qui pourraient venir asphyxier l'ensemble des écosystèmes à partir d'une certaine profondeur et qui impacterait également l'efficacité de la pompe biologique à partir d'une certaine profondeur. Cette mise en suspension-là fait elle-même débat quant à la hauteur des colonnes d'eau, quand les industriels prétendent ne générer que des hauteurs de colonnes d'eau d'environ 1 à 2 mètres, quand certains scientifiques de la communauté scientifique tableraient plutôt sur plusieurs centaines de mètres de colonnes d'eau de remontée. Face à l'incertitude et aux risques écologiques, plusieurs acteurs, parmi notamment des membres de la communauté scientifique et de la société civile que nous avons pu interroger, posent la question de la régulation de l'exploitation minière des fonds marins. Et appelle notamment à un moratoire sur cette exploitation. Aujourd'hui, le cadre de la gouvernance sur cette pratique se décline à 2 niveaux, au niveau local et national. Ce sont les États qui sont souverains sur leurs eaux territoriales et leurs zones économiques exclusives. La France, par exemple, par l'intermédiaire d'Emmanuel Macron, s'est prononcée en novembre 2022 pour l'interdiction de l'exploitation minière des fonds marins dans ses eaux territoriales. À l'inverse, d'autres États comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont octroyé des licences à des compagnies privées. Une compagnie canadienne, Nautilus Minerals pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2015, pour exploiter les nodules polymétalliques présents dans sa zone économique exclusive, dans la zone de Clarion-Clipperton, dans l'océan Pacifique. Au niveau international, c'est l'Autorité internationale des fonds marins, créée en 1994, des suites de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, qui définit les cadres aujourd'hui de l'exploration, et non de l'exploitation minière des fonds marins. Elle délivre des permis d'exploration à des États et délimite donc les contours de l'exploration. Depuis bientôt 2 ans, l'État de Nauru a demandé à l'AIFM de se prononcer sur la rédaction d'un code minier pour aller vers une future exploitation des mines sous-marines. Ce code minier soulève un certain nombre de questions et des ONG, notamment, se fédèrent en associations, comme la Deep Sea Conservation Coalition, pour porter la question du moratoire sur l'exploitation des ressources au sein de l'AIFM. On le voit donc, en conclusion, l'enjeu de l'exploitation minière des fonds marins, qui était initialement un enjeu de faisabilité technique, soulève aujourd'hui un certain nombre d'autres questions, éthiques, sociales, économiques, qui posent la question de la manière dont on souhaite mener aujourd'hui la transition écologique. C'est un débat qui n'est pas isolé.
puisque d'autres domaines, comme celui aujourd'hui de l'exploitation minière des corps célestes et des astéroïdes, par exemple, soulèvent le même genre de controverse. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup Yumna, Alice et Maïlis. Et on a maintenant le temps de prendre une question dans la salle. Non, pas de questions. Alors je vais vous poser moi une question sur, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'incertitudes sur l'ensemble de ces données. Comment est-ce qu'on parvient à prendre en compte ces incertitudes? En fait, est-ce qu'on imagine pouvoir réduire dans un avenir plus ou moins proche ces incertitudes et avoir une meilleure estimation des données, des quantités qui sont disponibles aujourd'hui? C'est tout le sens de l'appel à un moratoire pour l'exploitation des ressources minières qui est porté aujourd'hui par la plupart des acteurs, c'est-à-dire que le but n'est pas forcément d'interdire cette exploitation, mais de faire une pause pour laisser le temps à la recherche scientifique d'évaluer réellement les risques pour les écosystèmes liés à cette exploitation. On vous a également présenté 3 types de ressources qui peuvent faire l'objet d'une exploitation. Leur exploitation n'est pas aussi risquée pour les écosystèmes et la biodiversité. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Nous avons pu étudier plusieurs articles scientifiques qui estiment qu'en moyenne, il va falloir 10 à 20 ans pour étudier l'effet d'un raclement des fonds marins, par exemple, dans le cas de la récolte des nodules polymétalliques, sur les écosystèmes pour pouvoir étudier la reconstitution des écosystèmes. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ces délais-là. Très bien. Et aussi, les industriels sont eux-mêmes en train de demander à faire beaucoup plus de recherches. Il y a notamment une zone qui est située entre le Mexique et Hawaï, qui est la zone de Clarion-Clipperton, où il y a des champs de nodules polymétalliques qui ont été identifiés. Il y a beaucoup de recherches qui sont actuellement menées sur cette zone pour voir justement quels seraient les impacts d'un dragage des fonds marins pour récupérer les nodules polymétalliques sur cette zone. Je voudrais juste rajouter un détail sur... on pourrait penser que le fait d'explorer plus en profondeur avant de se lancer dans une exploitation pourrait être favorable à l'établissement d'une meilleure connaissance des fonds marins, notamment de la biodiversité et des impacts environnementaux. Mais à regarder, à faire une analyse temporelle des publications scientifiques autour de cette exploitation, on constate malheureusement que le nombre de publications concernant les impacts environnementaux est très minoritaire par rapport au nombre de publications qui étudient les méthodes d'exploitation et la rentabilité économique de cette dernière. Donc on porte peu d'espoir au fait que ça soit favorable à une meilleure connaissance des enjeux environnementaux. Très bien, merci. Merci encore. On va rester dans le milieu marin en appelant maintenant Mathieu Suire pour un sujet autour de l'éolien en mer. Eh bien, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter notre sujet de controverse de cette année. On était 8 sur le sujet, qui était sur l'éolien en mer. La question qui se posait, c'est est-ce un atout essentiel de la transition énergétique ou bien une nuisance inutile? Alors je vais commencer par un peu de contexte et vous expliquer notre méthodologie pour aborder cette controverse. Donc le contexte, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas très bien sur la slide, mais on est dans un contexte de fort développement de l'éolien en mer en France. C'est un développement qui est impulsé par l'Union européenne. Et aujourd'hui, si on regarde les différentes programmations pluriannuelles de l'énergie, on est sur des développements assez importants à horizon déjà aujourd'hui, et ça va continuer jusqu'à 2050 au moins. Donc il y a notamment le ministère qui a signé le Wind Deal l'année dernière, qui vise à 40 gigawatts d'éolien offshore en 2050 en France. Aujourd'hui, il y a déjà plusieurs appels d'offres qui ont été lancés, 5 sont déjà attribués, certains sont en cours, il y en a sur toutes les façades maritimes en France.
Et on en parle beaucoup récemment, puisque l'année dernière, le premier projet est sorti de l'eau à Saint-Nazaire, et il est aujourd'hui en marche. Alors au niveau de la méthodologie, bon, je vais passer assez rapidement, puisqu'on a tous eu une méthodologie assez proche, mais d'abord on a fait une analyse bibliographique afin d'étudier les nœuds de controverse, quels sont les sujets de controverse, la chronologie, les acteurs, et une fois qu'on a identifié ces acteurs de la controverse, on a pu en interroger certains, donc on a pu en interroger 8, on a essayé de prendre un panel assez représentatif, avec des associations qui sont contre des projets locaux, des acteurs niveau national, public, comme le ministère de la Transition écologique, le maire de Saint-Nazaire, encore d'autres acteurs comme la LPO, un développeur, Elmarine, un institut de recherche, France Énergie Marine, et enfin le Parlement de la mer de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Alors maintenant, je vais vous présenter un peu quels sont nos résultats, nos observations après nos études de la controverse. Donc il faut savoir que c'est une controverse assez riche, puisqu'il y a des arguments, des enjeux dans différents sujets, des sujets politiques, comme vous le verrez par la suite, des sujets environnementaux, bien sûr, et des sujets aussi qui mêlent de l'économique, donc aussi des sujets transversaux à tous ces trois pôles. Une controverse multi-échelle, puisqu'on parle de transition énergétique globale, mais ça va avoir des impacts locaux, donc ça va impliquer des acteurs différents aussi, des acteurs qui vont s'impliquer sur un projet en particulier, un collectif qui va se défendre contre le projet de Saint-Nazaire, par exemple, des acteurs qui vont raisonner à l'échelle nationale, voire internationale pour certains, et une grande diversité d'acteurs, puisqu'on va avoir des associations, des collectifs militants, des acteurs publics, des acteurs privés, et certains chercheurs et experts, ce qui rend cette controverse assez complexe, mais très riche. Alors, la première question qui se posait, c'est donc est-ce une énergie adaptée à la transition énergétique globale? Donc là, on a eu bien évidemment différents avis selon les acteurs interrogés. La première observation, c'est que c'est une énergie relativement peu carbonée, donc on est de l'ordre de 15 grammes du kilowattheure, donc ce qui est bien inférieur au mix électrique français et encore plus au mix électrique européen. Cependant, certains collectifs s'interrogent sur la pertinence de l'éolien en mer face à une filière nucléaire déjà très présente en France, déjà maîtrisée, et dont le poids carbone est encore plus faible. Ce à quoi répondent souvent les défendants de l'éolien en mer que c'est nécessaire d'avoir un complément au nucléaire en France pour avoir une énergie diversifiée et pour faire face à l'électrification de la demande et cette demande électrique grandissante. Donc souvent ils citent notamment le rapport RTE Futur énergétique qui met en évidence l'importance possible de l'éolien en mer dans un mix peu carboné et divers. Se pose ensuite la question, donc ça c'est une question assez récurrente sur les énergies renouvelables intermittentes, c'est qu'elles sont donc intermittentes bien évidemment et non pilotables. Donc là encore, les opposants mettent ça en évidence en, encore une fois, défendant plutôt le nucléaire vis-à-vis des énergies renouvelables intermittentes. Cependant, les défendants à l'éolien en mer soulignent le fait que le facteur de charge de l'éolien offshore est encore supérieur au facteur de charge de l'éolien terrestre, puisqu'on est plutôt de l'ordre de 40% comparé à environ 25% pour de l'éolien sur Terre. Et la France possède une grande richesse qui sont 3 façades maritimes différentes, localisées assez loin, si on regarde la façade de la Manche et de la Méditerranée, ce qui peut permettre un foisonnement, en tout cas au moins un foisonnement partiel, c'est-à-dire profiter de vents différents sur une journée, sur une semaine, etc. Ce qui fait qu'on aurait une production éolienne offshore souvent en marche, et notamment qui peut se compléter avec la production éolienne sur Terre. Enfin, il y a d'autres arguments qui sont mis en évidence dans cet enjeu, dans cette controverse. C'est des questions d'indépendance énergétique. Donc là, on l'a vu récemment avec la guerre en Ukraine, l'indépendance énergétique trouve toute sa place dans le débat. Il y a notamment des développeurs, donc Elmarine, qu'on a interrogé, qui nous disait que l'éolien en mer propose une solution plus rapide à mettre en place qu'un nouveau parc nucléaire qui attendrait plus de 10 ans pour être mis en place. Donc il fallait se lancer et investir tout de suite dedans. Ensuite, il y a la question des déchets. Donc souvent, là plus pour les associations anti-nucléaires, ils vont nous parler des déchets nucléaires. Ça va être mis en relation pour les opposants à l'éolien en mer, aux déchets produits par l'éolien en mer, donc notamment les pales qui sont difficilement recyclables encore aujourd'hui.
Et enfin, tout un tas de paris technologiques sur l'avenir du stockage, qui pourrait permettre de contrer l'intermittence et la non-pilotabilité de l'éolien en mer si on arrivait à avoir des solutions de stockage efficaces. Un deuxième enjeu va plus se situer au niveau local. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'enjeux globaux et locaux. Et au niveau local, on distingue différents enjeux. Le premier, ça va être celui de la biodiversité locale. Donc ça, c'est probablement le nœud de controverse majeur de l'éolien offshore. Il y a un grand débat autour de quel sera l'impact des éoliennes en mer sur la biodiversité marine, la biodiversité avifaune, notamment un niveau de connaissance qui est assez faible. Certains, donc notamment le ministère, se défendaient en disant qu'on avait déjà un niveau de connaissance dû au projet déjà en marche, notamment en mer du Nord par exemple. Mais la LPO et d'autres associations argumentent que c'est assez difficile de mettre en comparaison de mers différentes avec une biodiversité très différente et que finalement le niveau de connaissance est assez faible. Il y a aussi la question de comment acquérir cette connaissance, puisque aujourd'hui les bureaux d'études sont souvent mandatés par les développeurs, donc il y a une question d'indépendance qui se pose. Est-ce que toutes les recherches à ce sujet-là sont vraiment indépendantes, ont le temps et les moyens de faire ces études d'impact? Puis, il y a un effet sur le tourisme qui est discuté, le tourisme local. Alors ici, il y a un premier effet, c'est tout simplement l'effet visuel. Donc notamment, ça a été fortement critiqué récemment avec le projet de Saint-Nazaire qui est sorti de l'eau, avec un impact visuel assez important des éoliennes depuis les plages. Donc là, il y a beaucoup pas d'office, mais de restaurants, des choses qui vivent du tourisme local, qui critiquent cet impact, qui disent que ça va faire fuir des touristes. Et ça va aussi porter atteinte au patrimoine culturel. Donc là, pour prendre l'exemple de Libre Horizon, qui est une association qu'on a interrogée sur le parc de Courseulles-sur-Mer, ils critiquent le fait que ça porte atteinte aux plages du débarquement, qui ont une vraie histoire, et donc que c'est une mauvaise chose pour le souvenir de mémoire sur ces lieux-là. Et de l'autre côté, on a certains défenseurs de l'éolien offshore qui vont dire que c'est à l'homme de s'adapter à ce défi, c'est à l'homme de s'adapter aux éoliennes qui vont être présentes. Et de plus, ça offre d'autres opportunités. Donc là, le maire de Saint-Nazaire note notamment le fait que depuis l'année dernière, il y a des offres de visite des parcs éoliens offshore en bateau qui marchent très bien et qui offrent un nouveau tourisme, donc qui serait plutôt une opportunité plutôt qu'un défaut. Enfin, sur l'emploi local, donc la filière éolienne a créé des emplois. Ceux-ci sont souvent locaux. Donc on a un chiffre là au 31 décembre 2021, c'était environ 6600 emplois en France. Cependant, certains, donc Libre Horizon notamment, l'association, critique ce chiffre, puisque si on regarde le nombre d'emplois créés par rapport au nombre de subventions reçues par l'éolien, ça fait un total de l'ordre de 80 000 € de subventions reçues pour la filière par emploi créé. Donc comme il dit, avec autant de subventions, finalement, on peut créer des emplois dans n'importe quelle filière. Et il y a aussi des impacts sur les emplois indirects qui sont souvent un peu non évoqués, donc notamment sur la pêche, puisque selon les effets sur la biodiversité, ce sera plus ou moins possible de continuer la pêche dans ces zones. Et il y aura certaines zones proches des éoliennes qui sont non accessibles. Donc pour les collectifs de pêcheurs qui ont déjà vécu le Brexit récemment, c'est quelque chose de très... c'est une vraie angoisse, on va dire. Et pour les métiers du tourisme, encore, on revient au point d'avant, mais ça va peut-être avoir un certain nombre d'impacts sur certains métiers dans ces zones locales. Enfin, dernier point, c'est sur... il y a beaucoup de nœuds de controverse autour de l'attribution des processus décisionnels d'un tel grand projet. Donc notamment la place du débat public fait débat, puisque déjà avant 2018, le débat public avait lieu avant l'attribution de l'appel d'offres, après l'attribution de l'appel d'offres, ce qui fait que pour certains, il n'avait aucun intérêt puisqu'on connaissait déjà l'aboutissement du projet avant même de faire le débat public. Donc maintenant, ça a lieu avant. Il y a aussi certains développeurs qui se défendent en disant qu'ils mettent en place des concertations publiques,
pour améliorer les projets en fonction des attentes du public. Mais encore une fois, certaines associations disent que ce n'est pas assez, ce sont seulement des cases à cocher qui ne vont rien faire changer au projet. Ensuite se pose la question de l'expertise dans le processus décisionnel. Il faut savoir que l'étude technique, l'étude d'impact avait lieu après l'appel d'offres, encore une fois avant 2018, ce qui fait que c'était les développeurs qui étaient responsables de cette expertise, ce qui pose les problèmes que j'ai déjà cités d'indépendance des bureaux d'études vis-à-vis de ces études. Mais aujourd'hui, celles-ci ont lieu avant l'appel d'offres, ce qui fait que cette expertise est plus dans les mains de l'État maintenant, mais du fait d'une chronologie assez serrée, d'emploi du temps assez serré pour développer rapidement cette filière, certains bureaux d'études nous ont dit qu'il manquait souvent de temps et de moyens pour fournir des études approfondies et très réalistes. Enfin, le dernier point qui se pose, c'est sur la sélection des lauréats. Donc tout d'abord, certaines associations dénoncent le fait qu'aujourd'hui, le tarif de rachat de l'électricité par l'État pour le premier appel d'offres, donc celui qui sort de l'eau, est trop élevé par rapport à la moyenne européenne. On est de l'ordre de 150 € du mégawattheure, contre une moyenne européenne sur les projets actuels de l'ordre de 50 € du mégawattheure. Donc là, l'État, donc le ministère se défend en disant que parce que ces projets étaient mal dérisqués, notamment du fait que les études ont lieu après l'attribution, avaient lieu après l'attribution de l'appel d'offres, et que pourtant ce tarif fait partie de l'ordre de 70% de la notation des concurrents, donc c'est le tarif normal, puisque sinon, bien évidemment, les concurrents auraient baissé le prix. Mais ça rejoint la question de à quel moment doivent avoir lieu les études techniques, et est-ce qu'il y a moyen de baisser ces prix, de renégocier les contrats après l'attribution au moment où les parcs sortent de l'eau. Et pour finir, il faut savoir que sur l'appel d'offres numéro 1, certaines associations ont porté recours au Conseil d'État puisqu'il a été attribué à une société de projet qui a été en partie cédée à des fonds de pension canadiens. Et donc ils dénoncent, alors qu'à la base cette société de projet appartenait en partie à un développeur d'éolien de Danemark, pardon. Et donc cette cession amène à une perte d'expertise, un gaspillage d'argent public, puisque pour ces associations, le prix de rachat est beaucoup trop élevé, qui en plus va profiter à des fonds de pension canadiens et même pas des entreprises françaises. Donc pour conclure assez rapidement, on a vu que c'est un débat qui ne se résume pas forcément, enfin pas seulement au débat énergie renouvelable intermittente versus nucléaire. Il y a aussi des effets locaux très présents, certaines fois mal identifiés, on ne sait pas exactement ce que sera l'impact. Et ça nous amène aussi à beaucoup de questionnements autour d'un processus décisionnel autour d'un grand projet. Merci. Merci. Pardon. Merci beaucoup Mathieu. Alors, y a-t-il une question dans la salle ? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. Comme tu l'as bien expliqué, on a là une controverse où il y a des enjeux globaux et des enjeux locaux. Est-ce que tu aurais des recommandations pour améliorer les concertations publiques, tenant en compte justement qu'il y a des enjeux globaux et des enjeux locaux ? Déjà faire la concertation publique avant, peut-être avant d'avoir le lieu exact de où seront posées les éoliennes. Aussi faire en sorte que, donc avoir un organisme qui va faire en sorte d'avoir des avis de tous les acteurs dans leur diversité, donc des acteurs notamment locaux, parce que des fois les décisions sont prises au niveau du ministère sans forcément prendre en compte les avis d'une association locale en particulier. Donc peut-être avoir un débat qui englobe peut-être plus d'acteurs, qui ait lieu un peu plus tôt avant de choisir l'emplacement exact. Après, c'est ce vers quoi tend le ministère d'après nos entretiens, mais il faudrait que ce soit bien mis en œuvre, en tout cas dans le futur. Merci beaucoup. Merci. Alors, on est un petit peu pris par le temps pour prendre d'autres questions, mais vous pourrez discuter, échanger avec Mathieu lors des pauses tout à l'heure. On va maintenant passer, donc merci encore Mathieu.
vous allez pouvoir utiliser vos téléphones, notamment via une application qui... Claire. Voilà, via une application qui s'appelle WooClap. Alors, pour ceux qui ont la possibilité, vous avez un QR code que vous pouvez scanner. Pour ceux qui ne souhaitent pas scanner le QR code, vous pouvez vous rendre sur le site wooclap.com, w2oclap.com, et simplement entrer le code de l'événement. Vous pouvez aussi utiliser votre téléphone avec le code de l'événement à envoyer un numéro. Alors vous allez avoir quelques minutes pour voter. On va pouvoir suivre en régie l'évolution des votes et ensuite avec Mathieu Mazière, le directeur du cycle ingénieur civil, les prix vont être remis. Alors la régie va certainement nous communiquer dans un instant les résultats du vote. L'exposé et le sujet gagnant pour ce premier prix TTI.5 de la controverse environnementale. Et ce prix est attribué au groupe qui a travaillé sur la betterave et les néonicotinoïdes.